Ce magazine vous est proposé par le groupe NCA, Assurance et Banque. Afrique Plus, Alain Foka. Pas facile de se faire un prénom lorsque l'on est le fils d'un scientifique de renom, mondialement connu comme Cheikh Anta Diop. Pourtant, Massamba Sassoum, le dernier de la fratrie de 4 enfants, 4 garçons des chercheurs, y est parvenu en créant il y a 13 ans, avec quelques collègues, ce qui est devenu une institution au Sénégal. SOS Médecins, qui chaque jour vole au secours des accidentés, des malades, avec ou sans le sou, qui étaient jusque-là condamnés à la mort par manque de médecine d'urgence. Mieux, pour rester dans l'excellence, dans la qualité, dans la norme internationale, la structure obtient la certification ISO dans le domaine de la médecine d'urgence, faisant ainsi du Sénégal le premier pays au monde à obtenir cette reconnaissance en 2005. Le docteur Massamba Sassoum Diop est l'invité de ce magazine qui chaque semaine vous propose de découvrir l'autre visage moins misérabiliste de l'Afrique, celle de ceux qui, malgré la pauvreté et la famine, inscrivent le continent noir dans le futur, dans la modernité. Bonjour docteur Diop. Bonjour Alain Foka. Alors comment va SOS Médecins 13 ans après? Nous continuons à agir, nous continuons à effectuer toujours un grand nombre d'interventions, que ce soit bien sûr à Dakar, au Sénégal et dans la sous-région. Quand vous dites dans la sous-région, c'est dans combien de pays à peu près de la sous-région? Une douzaine de pays où on est amené plus classiquement sur 8-9 et puis ça nous arrive d'aller sur un certain nombre de pays à côté encore où on est amené à aller chercher des patients parce que Dakar est un petit peu un hub médical. Mais quand on connaît la difficulté de déplacement, les infrastructures qui sont en mauvais état, comment vous faites? En fait, c'est surtout lorsque ce sont des patients qui ont un état suffisamment grave et qui du coup ne peuvent pas être traités dans le pays et pour lesquels en fait on nous demande d'aller les chercher, de les ramener en sécurité maximale au Sénégal pour les traiter ou éventuellement, quelquefois, c'est retour pour certains qui sont européens, par exemple, dans leur pays. Alors, quel est le type d'intervention que vous faites le plus souvent? Alors, ça dépend. Ici, sur Dakar? Voilà, sur Dakar, en fait, on a, je dirais, 3 types d'activités, enfin même 4, qui est soit le système de visite à domicile classique, un patient qui a une pathologie quelle qu'elle soit et qui va appeler, ça peut être une fièvre, une diarrhée, un problème respiratoire quelconque. Ça, c'est la partie visite à domicile. Il y a la partie beaucoup plus lourde qui est la partie ambulance de réanimation, où là, ce sont des ambulances équipées selon les meilleurs standards internationaux et qui nous permettent de prendre en charge des patients très graves. On peut avoir aussi cette ambulance qui peut être paramédicalisée, un peu à l'américaine. Française, c'est médicalisée, paramédicalisée à l'américaine. Donc on a associé les deux. Et puis, on a la partie évacuation sanitaire, qui peut être aussi bien nationale qu'internationale. Et puis, ce que nous faisons, mais ça c'est à titre, parce que je crois que tous les médecins sont impliqués dedans, et pour eux c'est important, c'est qu'on a un certain nombre de missions que nous faisons tous les ans dans l'intérieur du pays, qui sont des missions, même si j'aime pas trop ce terme-là, qu'on pourrait qualifier théoriquement d'humanitaire, mais simplement que on essaye d'apporter un certain nombre de soins, mais qui vont être sur des journées, par exemple, dans les villages, ou alors lorsqu'il y a de grandes manifestations. Et là, on a cette division catastrophe, qu'on appelle division catastrophe, qui est section catastrophe, qui est à disposition de l'État gratuitement. Alors, combien de médecins au sein de SOS Médecins aujourd'hui? En tout, parce qu'en fait, il y a d'une part, qui travaillent à peu près constamment, qui font les gardes jour le jour, c'est à peu près une quinzaine, et qui sont amenés à faire des missions, par exemple, en plus de rapatriement, on arrive à peu près en tout à 25. 25 médecins. Comment vit une structure comme celle-là dans un pays où les gens n'ont pas beaucoup de moyens, où vous intervenez pour tout le monde? En fait, effectivement, on ne fait pas de sélection à l'appel, donc, mais je dirais que la partie petite urgence, c'est-à-dire visite à domicile, quelqu'un qui a un problème qui n'est pas grave et qui appelle chez lui, se doute que c'est un service qui est payant. Donc, je dirais que sur ce type d'appel-là, les gens règlent et payent. Voilà. Par contre, sur la partie lourde, réanimatoire, on a beaucoup de gens qui vont appeler, par exemple, mais par exemple, je sais pas, là, il y a la route qui passe juste à côté, la corniche, vous êtes témoin d'un accident, vous appelez, de toute façon, nous, jamais, quelle que soit la pathologie, de toute façon, on ne dira est-ce que la personne peut payer, donc on va venir. Et là, effectivement, cette activité-là, qui est la partie de réanimation, est déficitaire, parce que non seulement il y a effectivement beaucoup de soit ou pas ou peu payés, mais de toute façon, c'est une médecine qui coûte énormément dans la mesure où nous avons du matériel très particulier dans ces ambulances qui est même pas assez rare en Europe.
que les gens n'ont pas forcément, des échographes, de la biologie embarquée, des respirateurs, des défibrillateurs semi-automatiques, des respirateurs qu'on appelle à turbine, enfin en tout cas du matériel très particulier. Et donc c'est impossible d'amortir un tel matériel en Afrique, c'est impossible. Mais alors comment vous faites ? Donc il y a cette activité excédentaire de la visite à domicile, il y a aussi l'activité excédentaire du rapatriement, et il y a l'activité déficitaire de l'ambulance de réanimation et de la section catastrophe. Le tout devant permettre d'être excédentaire. Le tout, est-ce que ça permet d'être vraiment excédentaire pendant toutes ces années ? Le tout permet au médecin de vivre. Alors c'est sûr que le médecin qui voudra faire fortune, c'est pas chez nous qu'il doit venir, c'est évident. Par contre, de vivre normalement comme un médecin, il le pourra. Mais effectivement, il ne fera pas fortune. On a souvent parlé de la carence de médecins urgentistes en Afrique et au Sénégal. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème est arrangé ? Est-ce qu'il y en a suffisamment ? Excellente question. Parce que qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'effectivement, initialement, et c'est très intéressant parce qu'on le voit, nous, dans notre vie, je dirais, des SOS, initialement, les premiers médecins que j'ai formés, ensuite, sont partis, en fait, en France pour avoir le diplôme. Donc en fait, je les envoyais et en France, ils passaient les diplômes de médecin urgentiste et revenaient. Ceux qui étaient anesthésistes réa, il y avait cette spécialité ici. Au début, il y avait des cardiologues avec qui on a commencé SOS Médecins, les 3 autres premiers médecins avec qui on a créé SOS. Et puis ensuite, il y a eu, pour la filière des urgentistes, c'était pas possible. Et puis, depuis 2 ans, avec le professeur Elisabeth Diouf, qui est la responsable de l'anesthésie-réanimation maintenant au Sénégal, il y a eu la création de cette filière de médecins urgentistes, dans laquelle aussi d'ailleurs j'enseigne, et qui permet maintenant, les premiers vont sortir à la fin de cette année, en juin de cette année, et on aura les premiers médecins urgentistes formés au Sénégal. Il faut dire aussi quand même que ce qui est important, c'est qu'il y a déjà au Bénin, au Cameroun, certains diplômes de médecins urgentistes. Et je ne parle pas de l'Afrique du Nord où il y en a aussi au Maroc. Mais en tout cas, ça y est maintenant, au Sénégal, c'est le cas aussi, et il y a cette filière-là universitaire. Alors la première promotion, c'est combien de médecins qu'on va avoir bientôt ? 12 médecins, ouais. Qui viendront chez vous, je suppose, en partie. Non, c'est-à-dire que là, et ça aussi c'est très important, c'est que la plupart sont des médecins des régions et des hôpitaux régionaux. Donc ça veut dire que, vous voyez, ça permet de commencer à faire un maillage avec des médecins formés en médecine d'urgence et d'avoir cette médecine de qualité. Alors après, il y a aussi les moyens qui doivent venir pour le matériel, l'équipement, les médicaments. Mais ça permet de faire un maillage du pays avec des médecins urgentistes. Donc finalement, la plus grande partie, si on prend ceux qui sont là, la plus grande partie seront plutôt dans les hôpitaux publics, les structures publiques sur Dakar et dans les régions. Lorsqu'on est venu vous voir il y a quelques années, en 2006 je crois, ou 2007, il y avait quelques pays qui avaient manifesté le désir d'avoir également SOS Médecins dans leur pays. C'est fait aujourd'hui ? Est-ce que SOS Médecins Sénégal a fait des enfants ? Il y a eu 1 ou 2 tentatives qui n'ont pas été totalement vraiment finalisées. Par contre, je crois qu'il y a 2-3 pays où c'est en train, je pense, d'avancer de façon très prometteuse. Et là, j'ai vraiment fort espoir pour que ça se fasse. Mais c'est vrai que c'est quand même pas facile, en fait. Il faut un certain nombre d'ingrédients et c'est pas toujours aisé. Donc, quels sont les pays où ça a l'air de frémir ? Je crois qu'il y a des choses qui se profilent au Bénin, peut-être aussi en Côte d'Ivoire. Bon, c'est un peu compliqué, je pense, actuellement aussi. Mais en sachant qu'il y a déjà, par exemple, en termes publics, il y a déjà, on est presque à 6 pays où il y a des SAMU en Afrique. Bon, nous, c'est vrai que c'est quelque chose de particulier puisque c'est une structure privée qui, en même temps, fait aussi du public, si j'ose dire, qui doit trouver son équilibre et tout, ce qui est différent, bien sûr, d'un SAMU public. Mais quelles sont les relations avec les hôpitaux publics de la place ? Nous, elles sont excellentes. On travaille ensemble. Par exemple, avec le professeur Elisabeth Diouf du SAMU national, on a tout le temps des interconnexions, relations, discussions, formations. De toute façon, dans les hôpitaux publics, il y a les professeurs. J'enseigne à plusieurs niveaux de l'université aussi. Alors le problème, c'est plus de trouver de la place parce qu'il n'y a pas toujours de la place dans les hôpitaux, n'est-ce pas ? Mais de ce point de vue-là, en tout cas en termes de relations, je crois qu'en fait, ils ont vu quelle était notre façon de travailler, le respect qu'on avait de chacun, qu'effectivement, nous ne faisions pas de sélection à l'appel et tout. Et c'est vrai que globalement, nous avons de très bonnes relations. Mais avec cette absence de place dans les hôpitaux, est-ce que vous avez pensé à un moment ou à un autre, faire un hôpital, faire une clinique où vous recevriez vos patients les plus graves ? Alors ça, c'est autre chose. Nous, notre métier, c'est le préhospitalier. Et ça, je dirais, nous, intrinsèquement, SOS Médecins, il faut faire ce qu'on sait bien faire.
Donc ça, pour nous, c'est très important. C'est tout ce qui est urgence ou préhospitalier. Par contre, je ne sais pas, je ne peux pas l'affirmer, mais c'est vrai que potentiellement de participer à un service d'urgence dans une structure, c'est une chose, c'est une autre chose. Mais que nous, SOS Médecins, nous créions un hôpital, pour moi, c'est pas l'esprit. Mais je vous dis, par contre, ça peut être tout à fait différent de participer à éventuellement une structure, c'est autre chose. Alors, vous continuez de faire des gardes à Paris ou bien vous êtes définitivement installé à Dakar et vous consacrez entièrement à SOS Médecins? D'une part, je me consacre 100%, enfin 90% à SOS Médecins, si j'ose dire. Mais en même temps, il est vrai que je continue à avoir un temps partiel, c'est-à-dire que c'est à peu près une semaine par mois où je fais des gardes, non pas en privé comme avant où j'étais en France à SOS Médecins plus au SAMU, mais je ne garde une activité que hospitalière. C'est vrai que du coup ça permet, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, par exemple justement l'échographie en médecine d'urgence dans les camions, c'est quelque chose de tout récent. Et ça fait que, d'ailleurs, peu de structures en France l'ont aujourd'hui. C'est pas encore, je dirais, démocratisé en France. Et nous l'avons. Ça a permis de voir ce que c'était, de voir que c'était vraiment important, ce que ça pouvait nous apporter, peut-être encore plus qu'en Europe, et de transférer la technologie ici. Un peu comme la certification que vous aviez initiée en 2005. Ici. Oui, alors la certification, là, c'était même d'aller un peu plus loin de ce qui se faisait en Europe, et de montrer qu'en Afrique, on pouvait être les pionniers dans un domaine comme celui-là. C'était le système de qualité appliqué à la médecine d'urgence, médicalisée de ce type. Et en fait, nous avions été effectivement les premiers avec tout le groupe des médecins, des infirmiers, des ambulanciers, toute l'équipe des SOS, de réaliser cette certification ISO. Vous savez, le grand débat sur le retour de la main-d'œuvre des cerveaux africains, pensez-vous qu'un médecin qui sort d'une école en Europe doit absolument retourner en Afrique? Alors là, on a deux problèmes. Il y a d'abord ce grand débat sur la fuite des cerveaux. Quand j'étais de garde la semaine dernière à Paris, le psychiatre que j'ai rencontré, il y avait un patient qui, dans un hôpital psychiatrique, a fait un arrêt respiratoire. Le psychiatre qui était là était sénégalais, la semaine dernière. Et ça, c'est déjà ce problème de médecins qui sont formés ici. Donc, vous savez, ça coûte, un médecin fini, c'est presque 100 de millions qui part. Et nous avons des universités qui forment bien, très bien, et donc c'est une perte pour les pays. Donc déjà, il y a ce problème-là. Ensuite, il y a le fait d'avoir éventuellement des personnes qui auraient été formées d'emblée en Europe et qui pourraient revenir. Mais je crois que dans tous les cas, il est extrêmement important que nos collègues africains qui sont en Europe essayent vraiment de revenir. Je comprends qu'ils veuillent trouver des conditions, si j'ose dire, correctes. Mais il faut demander des conditions correctes. Il ne faut pas non plus vouloir... On n'aura pas les conditions qu'il y a en Europe. C'est évident. Et c'est là où il faut avoir un minimum cette fibre nationaliste en se disant, voilà, c'est nos pays qui ont besoin de cela et il faut revenir, trouver les conditions correctes. C'est pas toujours facile, que ce soit dans le privé ou que ce soit dans le public, mais essayer de voir comment revenir. Je crois que c'est vraiment possible. Mais il y a de la place pour tout le monde en réalité alors. Et il y a beaucoup de choses à faire encore. Quand on voit le nombre de médecins qu'il y a par rapport à la population, c'est évident que de toute façon, il y a la place. Et puis quand on voit les régions, ne serait-ce que l'ensemble des régions, par exemple du Sénégal, et c'est pareil dans les autres pays, le sous-peuplement médical est majeur. Il n'y a pas si longtemps, sur globalement 1000 médecins qu'il y avait au Sénégal, maintenant il y en a un peu plus, il y en avait à peu près une 50aine répartis dans le reste du pays. Ah. Donc, oui. Vous voyez le décalage. Le décalage. Mais par contre, c'est vrai qu'aussi, un médecin qui sort n'arrive pas toujours à se faire une place aisément, par exemple sur Dakar. C'est pour ça que c'est compliqué. Il faut repartir dans l'intérieur du pays, mais il n'y a pas toujours suffisamment de... Non, je crois que le vrai avenir de la médecine, c'est surtout, et ça je crois que c'est ce qui s'est passé dans beaucoup de pays, c'est la mutualisation. C'est-à-dire, il faut permettre à l'ensemble de la population d'avoir accès aux soins. C'est possible, ça ? Petitement ou grandement, si j'ose dire, mais en tout cas, il faut que tout le monde ait accès aux soins. Pour ça... Est-ce qu'il y a une vraie volonté politique dans ce sens, ici au Sénégal ? Je crois que aussi bien le ministère de la Santé que les structures aussi nationales et internationales se battent un peu pour ça. Et j'en veux pour preuve une chose simple. Nous, au début, quand nous avons commencé SOS, nous avions à peu près un tiers payant par mois. Aujourd'hui, il y en a plus d'une centaine. Tiers payant, j'entends par là, par exemple, je sais pas moi, le planton ou la femme de ménage d'une grosse structure, je sais pas si je peux donner des noms, mais va avoir accès, exactement comme le cadre, à SOS Médecins. Il a juste une petite part à payer parce que son employeur paye finalement l'accès aux soins.
Donc vous voyez que ça... Mais il faut aussi une volonté politique, non? Ça change tout. Alors après, il y a le fait de le généraliser. Pour le plus grand nombre, oui. Et là, est-ce que l'État fait une sécurité sociale généralisée avec accès à l'ensemble des structures? C'est encore un niveau au-dessus. Mais déjà, le seul fait qu'on a une certaine industrialisation fait que les sociétés, aujourd'hui, donnent accès à leur personnel aux soins. Et ça, c'est très net. Mais est-ce qu'il y a un débat au sein du gouvernement sénégalais pour une sécurité sociale? Et est-ce que c'est faisable? Je pense que c'est faisable quand on sait que, par exemple, un pays comme le Rwanda a la sécurité sociale. Oui. Ah non, mais il y a un débat. Et même, il y a, je crois vraiment, une volonté politique pour permettre cet accès aux soins généralisé. Et même, on doit aller... C'est des discussions sur le partenariat public-privé pour l'accès aux soins des populations et initié par le ministère de la Santé. On doit discuter de cela. On a souvent dit que les médecins en Afrique avaient une formation moins bonne, que c'était en quelque sorte des médecins moins bien que ce que l'on a en Europe. C'est vrai. Vous qui enseignez ici, la formation est à la hauteur, elle est de qualité. En tout cas, ce que je peux vous donner comme exemple, un collègue formé 100% à Dakar, ayant exercé pendant 1 an dans un des hôpitaux publics de la place, qui est rentré à SOS, qui a suivi notre formation, puisque tout médecin qui rentre à SOS, quel qu'il soit, a une formation interne complémentaire, qui ensuite est parti passer en 2 ans l'examen de médecin urgentiste en France. Sur 700 qui se présentent au départ pour le probatoire, au bout de la première année, il en reste 60. Pour réussir, il fallait 45 points, il en a eu 84. La première fois qu'il allait en France, c'était pour cette formation-là. Pour vous donner un exemple, je ne vais pas dire que tous les étudiants de toutes les universités en Afrique sont systématiquement les meilleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit, et je peux vous donner d'autres exemples, et de nombreux autres exemples, un médecin qui se forme ici, qui travaille sérieusement, je dis bien qu'il travaille sérieusement durant ses études, est un excellent médecin. Parce qu'en plus, il va pratiquer beaucoup plus vite. Comme il a moins de moyens, il va devoir vraiment travailler, trouver les astuces, trouver des solutions. Donc finalement, il sera très bien formé. Par contre, c'est vrai que sur certaines technologies, peut-être qu'il aura eu moins... Il manque de matériel aussi. Voilà. Il manque de moyens. Et c'est vrai qu'après, il y a peut-être une inégalité en Afrique. C'est-à-dire, je ne sais pas si on peut parler de l'ensemble de l'Afrique en disant que toutes les universités sont pareilles, que toutes les formations sont pareilles. Je n'en suis pas sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, un médecin formé en Afrique qui veut travailler et qui se forme et qui suit son enseignement, qui a un enseignement de qualité, au bout est un bon médecin. Aujourd'hui, Massamba, on ne vous parle plus de votre père. Quand on parle de vous, vous vous êtes fait un prénom. Ici au Sénégal. On ne dit plus le fils de Cheikh Anta Diop. On dit le docteur Massamba aujourd'hui. De toute façon, si j'ose dire, depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai la conscience, si j'ose dire, notre père nous a élevés en nous disant qu'il est impensable, il n'est pas question qu'on soit le fils d'eux. Et que c'est une chose que nous devions toujours cacher. C'est-à-dire, nous sommes un tel, et c'est tout. Et on ne devait jamais, à tout jamais, même si j'ose dire quasiment sous la torture, dire qui était notre père. Donc ça, c'est depuis notre enfance. Mais régulièrement, on vous interpellait en vous disant plutôt, c'est le fils d'eux. Beaucoup de gens ont découvert que très tardivement, par de tierces personnes, que finalement, qui était mon père. Mais j'ai toujours vraiment essayé d'être le plus discret possible. Maintenant, c'est vrai que, on existe en tant que tel, en tant que Massamba Diop, par rapport à effectivement ce qu'on a réalisé. Alors c'est sûr que un certain nombre de fois, il y a toujours des personnes qui disent « et le fils d'eux ». Mais ça a été, il nous a élevés de façon à ce que ce soit en même temps léger pour nous. Le futur de SOS Médecins, c'est quoi? C'est dans quel pays? Je sais que vous y teniez à ce que ça soit multiplié. SOS n'est pas une multinationale. D'accord. Ça, c'est très important. On est là pour soigner les patients. Le modèle devrait être multiplié. Voilà, le modèle, j'ai eu plusieurs personnes qui sont venues, qui ont discuté avec moi, qui sont venues voir les locaux. Le problème, c'est que ça dépend aussi d'eux. Et que, manifestement, les choses avancent. Mais tant que c'est pas créé, tout ça, c'est difficile pour moi de pouvoir... et peut-être ça s'appellera pas forcément SOS Médecins, d'ailleurs. Après aussi, ça peut être un autre nom avec la même fonction. Hein. Ça dépend de ce que chacun voudra faire et comment il voudra l'organiser. Merci, docteur. Merci, docteur Massamba Diop. Je vous remercie. Afrique Plus, c'est terminé pour aujourd'hui, pour la semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre capitaine d'industrie africain, d'un autre personnage qui fait rêver l'Afrique, qui entretient l'espoir. À bientôt. Ce magazine vous a été proposé par le groupe NCA, Assurance et Banque, présent dans 11 pays d'Afrique subsaharienne.